Bonjour à tous. Merci de vous connecter pour ce webinaire sur le thème du cloud. Je suis Pascal Malingue, le dirigeant de la société Cogilog, et je suis ravi de passer une demi-heure avec vous pour échanger sur les enjeux du cloud. Qu'est-ce que c'est? Un petit point sur les bonnes questions à se poser lorsque on réfléchit à basculer dans le cloud, et un certain nombre d'illustrations avec la solution Cogilog pour vous montrer comment on peut désormais utiliser la solution Cogilog dans un environnement cloud. Notez que dans votre logiciel, vous avez un système de chat ici sur la droite de votre écran, chat participant. Vous pouvez laisser un petit message, poser une question, et j'adresserai les questions à la fin de la présentation. Donc allons-y. Allons-y. Alors, l'agenda pour cette petite présentation, je vais d'abord présenter rapidement Cogilog. Ensuite, je vais vous présenter les principes du cloud computing et quelques éléments chiffrés. Ensuite, on fera une étude de cas concrète sur la solution Cogilog, qui n'est à l'origine pas une solution en mode cloud et qu'on propose désormais en mode cloud. Et enfin, en conclusion, avant les questions, un petit bonus sur des questions pratiques de sécurité informatique, des bonnes pratiques de sécurité informatique à respecter au sein des entreprises et des PME pour se préserver des mésaventures de sécurité. Notez enfin qu'à tout moment, si vous souhaitez télécharger le support de la présentation d'aujourd'hui, vous pouvez le faire depuis le site internet www.cogilog.com/webinaire et ça vous permettra de télécharger la présentation d'aujourd'hui. Alors, quelques mots sur Cogilog. Nous sommes un éditeur de logiciels de gestion qui propose une gamme complète de logiciels pour l'administration des entreprises, historiquement sur Mac et désormais, grâce au cloud, aussi disponible sur PC Windows. Donc, on a 4 grandes gammes de logiciels. Les logiciels de comptabilité pour tenir la comptabilité d'une entreprise ou d'un cabinet comptable ou d'une association. La gestion commerciale, on entend par gestion commerciale tout ce qui est éditer des factures, clients ou fournisseurs, et gérer des stocks, gérer des encaissements, des relances de clients. Ensuite, le troisième domaine, c'est tout ce qui est la paye et le volet RH, un petit peu en anticipation de la paye. Donc, l'administration de la paye et l'administration des RH, à savoir la gestion des congés, des absences, etc. Et enfin, les déclarations fiscales des entreprises, l'alias fiscal annuel, les déclarations de TVA, de CVAE, déclarations des loyers, etc. On est aujourd'hui l'acteur leader sur les logiciels de gestion en France sur le marché du Mac, avec plus de 10 000 entreprises utilisatrices de nos logiciels et 300 cabinets comptables répartis dans toute la France. Et nous sommes également un organisme de formation, ce qui permet pour les clients qui achètent le logiciel pour la première fois ou qui l'utilisent depuis un certain nombre d'années, de soit se former au démarrage, soit faire une formation d'approfondissement pour exploiter au mieux les fonctionnalités du logiciel. Et à ce titre, on est certifié Calliope, ce qui vous permet de bénéficier d'un remboursement des coûts de formation par votre opérateur de compétences. Et on a du coup des consultants formateurs qui soit font ça à distance, soit se déplacent chez vous pour vous former. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet de cet atelier. Les principes du cloud computing, qu'est-ce que c'est? Quels sont les enjeux autour du cloud? Alors, déjà, quelques définitions. Qu'est-ce que c'est le cloud computing? Eh bien, ce qu'on appelle le cloud, c'est tout simplement le fait d'héberger sur des serveurs externes dans un data center, donc à l'extérieur de votre entreprise, soit les logiciels que vous utilisez, ou alors simplement les données qui sont utilisées par vos logiciels. Dans un schéma historique, les données, elles sont hébergées soit sur votre ordinateur, soit sur un serveur au sein de votre entreprise. C'est le modèle plus traditionnel. Et le modèle cloud, ces données ou ces logiciels sont déportés dans un data center. Les données, du coup, pour y accéder, on va passer par Internet pour s'y connecter. Et on va y connecter de deux manières. Soit on a un logiciel qui est toujours installé sur votre ordinateur et les données qui sont dans le data center, et grâce à Internet, le logiciel interagit avec les données dans le data center. Soit on va se connecter avec une application web dans un navigateur, Safari, Chrome, Firefox,
pour, grâce à cette application depuis votre navigateur, accéder aux données qui sont toujours dans le data center. Quel est l'intérêt du cloud par rapport à une infrastructure, une architecture traditionnelle? Il y en a plusieurs. Le premier intérêt, c'est que l'entreprise, le client, va se décharger de la responsabilité d'héberger des données. Quand c'est un hébergement assez simple, par exemple un utilisateur monoposte, c'est uniquement sur son ordinateur. Et quand on est en multiposte, qu'on doit installer des serveurs, il faut assurer la maintenance de ces serveurs. Parfois, les serveurs, il faut en assurer les mises à jour pour être sûr qu'ils sont bien sécurisés. Ça peut représenter des coûts et des problématiques de compétences qui peuvent être non négligeables. Et puis, c'est aussi un enjeu de responsabilité. Si les données sont perdues, si le serveur crash, c'est bien vous qui êtes responsable de vos données. Quand on passe dans le cloud, on va transmettre ces responsabilités à votre fournisseur de cloud. Deuxièmement, les coûts d'infrastructure, d'achat de serveurs, ils vont être réalisés par l'hébergeur et mutualisés entre tous ses clients. Prends l'exemple du data center. Dans un data center, il va y avoir des dizaines ou des centaines de serveurs qui vont servir plusieurs clients différents. Et du coup, le fournisseur va pouvoir vous fournir exactement l'infrastructure dont vous avez besoin, ce qui peut être plus économique que vous qui allez dans un système traditionnel acheter votre serveur et du coup devoir comptabiliser la totalité des choses. Par ailleurs, souvent, les solutions cloud, elles sont proposées sous forme d'abonnement, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un investissement au début important pour acheter une machine, le coût il va être réparti au fil du temps. Et puis enfin, dans la plupart du temps, l'hébergeur cloud il va garantir un taux de disponibilité généralement supérieur à 99%, ce qui va vous garantir le fait que votre infrastructure est toujours disponible. Alors, le cloud, on en parle beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on en parle beaucoup? Parce que c'est une tendance qui est en train d'exploser. J'ai des chiffres au niveau mondial qui sont ici sous nos yeux. On voit que ce qu'on appelle le marché du cloud, ça passe de 2023 à non pas 2 milliards, mais 2000 milliards de valeur à 14 000 milliards en 2034. Donc, on voit que c'est une tendance de fond qui a déjà commencé depuis plusieurs années, mais qui va continuer à se déployer de manière très importante dans les années à venir. Et si on regarde maintenant la France, là c'est un petit peu, on regarde en arrière, on voit qu'entre 2020 et 2025, le marché du cloud en France a quasiment doublé, en passant de 13 à 27 milliards d'euros. Donc cette tendance, elle concerne l'ensemble des organisations. Ce sont au départ les plus grandes organisations, plutôt les grandes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire, voire les administrations qui y sont passées. Mais maintenant, on voit aussi cette tendance se développer auprès de tout type d'entreprises, y compris les TPE et PME. Alors, forcément, comme toute tendance, il y a des avantages et des inconvénients. J'ai ici dressé les principaux avantages et inconvénients du cloud versus l'hébergement plus classique en local. Alors, premier élément de différence, c'est le contrôle de vos données. Quand vous hébergez en local sur votre propre ordinateur, sur votre propre machine, c'est vous qui êtes responsable, vous avez un contrôle total. Dans le cloud, vous avez toujours un contrôle sur vos données, elles vous appartiennent, mais vous partagez ce contrôle avec votre prestataire, à savoir que dans certains cas, c'est le prestataire qui va définir la version du système d'exploitation, qui va imposer des mises à jour régulières de vos données ou qui va imposer un certain nombre de normes de sécurité. Donc, on a un contrôle qui va être un peu moins important dans le cloud qu'en local. L'investissement, le modèle économique, là, il est très différent, puisqu'en local, c'est à vous d'acheter votre infrastructure, qu'il s'agisse d'un ordinateur ou d'un serveur, alors que dans le cloud, c'est le prestataire qui le fait et qui va vous le facturer généralement sous forme d'abonnement mensuel ou annuel. Donc, c'est un étalement dans le temps et l'investissement initial est donc beaucoup plus faible. Les temps de réponse, c'est une question qu'on se pose souvent. Quand vous êtes en local, forcément, on ne peut pas faire plus rapide, vous communiquez avec vous-même. Donc, les temps de réponse sont toujours très rapides. Dans le cloud, j'ai mis variable parce que quand vous réalisez une bonne infrastructure cloud, les temps de réponse sont
très qualitatif et comparable à ce que vous avez avec un réseau local. Malheureusement, si votre infrastructure cloud est mal dimensionnée ou si vous avez une mauvaise connexion Internet, vous pouvez subir des temps de réponse moins agréables. Donc là, c'est pour ça que c'est variable. Le taux de disponibilité, là, c'est plutôt l'inverse. Finalement, avec une infrastructure locale, c'est vous qui êtes 100% responsable et la disponibilité de votre service, elle peut être variable. Si vous avez un serveur qui crache, et du coup, vous n'avez plus de disponibilité. À l'inverse, dans le cloud, les taux de disponibilité ils sont plutôt élevés parce que dès lors qu'il y a un incident, le prestataire va mettre en place des systèmes de backup et de continuité de service pour garantir des taux de disponibilité élevés. La dépendance à Internet, là, c'est très variable. En local, vous communiquez avec vous-même, donc vous n'avez pas besoin d'Internet. À l'inverse, dans le cloud, vous êtes 100% dépendant d'Internet. La sécurité des données, là aussi, c'est un peu différent. En réseau local, c'est vous qui êtes responsable. Donc, si vous ne mettez pas en place une stratégie de backup efficace, du coup, ou une stratégie de pare-feu de sécurité efficace, vous êtes un petit peu en risque. À l'inverse, en cloud, vous transférez cette responsabilité à votre prestataire. Si votre prestataire est sérieux, vous aurez une bonne garantie de sécurité de vos données. Si votre prestataire est moins sérieux, eh bien, vous êtes soumis aux aléas du sérieux de votre prestataire. Enfin, responsabilité en cas de panne, si c'est vous qui installez, si vous êtes 100% responsable. À l'inverse, en cas de panne, c'est bien votre prestataire qui, là aussi, doit assurer une continuité de service et c'est lui qui est le responsable. L'évolutivité, c'est un thème important. Quand vous installez une infrastructure ou un serveur en local, du coup, c'est à vous d'en assurer les mises à jour. Les mises à jour, elles sont importantes parce que généralement, elles améliorent la qualité du service et puis aussi, elles vous garantissent contre la protection de failles de sécurité qui peuvent éventuellement être découvertes. Plus le temps passe, plus les hackers vont trouver des failles dans les systèmes plus anciens et donc, il est important de faire les mises à jour. Quand vous êtes en local, c'est vous qui êtes maître à bord, à vous de faire les mises à jour. Si vous ne les faites pas, vous vous exposez à des failles de sécurité. À l'inverse, les prestataires de cloud, généralement, ont un protocole toujours assez efficace pour assurer les montées de version. Ça vous décharge d'une responsabilité et vous avez la garantie d'être sur les dernières versions. Donc, on voit l'approche, elle est assez différente entre l'approche locale et l'approche cloud. Et c'est à vous de vous poser les bonnes questions par rapport à vos enjeux, si le cloud est adapté par rapport à vos besoins. Alors, quelques bonnes questions à se poser. Cette liste n'a pas vocation à être exhaustive, mais à vous aider à réfléchir si vous vous posez la question de la bascule au cloud. Premièrement, combien ça coûte? Oui, forcément, c'est la question qui vient toujours assez haut dans l'ordre des priorités. Pour faire ce calcul, on ne peut pas vraiment le faire à votre place, mais ce qu'il convient de faire, c'est de comparer d'un côté le réseau local, où vous allez comparer les coûts d'acquisition de votre infrastructure, de votre ordinateur ou de vos ordinateurs qui servent de serveur ou de vos serveurs, en essayant d'estimer la durée moyenne de vie de ces ordinateurs. Alors, Cogilog, on connaît bien le Mac. Généralement, un Mac serveur, ça dure assez longtemps. Ça va durer, on va dire, 5, 6, 7 ans. On recommande de ne pas trop garder beaucoup plus longtemps les machines, mais mettons 5 ans. Donc, l'achat de votre serveur pendant 5 ans. Éventuellement, les coûts d'installation de cette infrastructure si vous passez par un prestataire. Donc ça vous donne un coût total d'utilisation de votre infrastructure locale pendant une certaine durée de vie. Et vous allez comparer ça au loyer du cloud pendant la même durée. Ça va vous permettre de faire un comparatif. Deuxième question à se poser, comment je choisis mon prestataire en termes de cloud? Eh bien, là, je vous donne une liste de critères à bien regarder. Premièrement, ce qu'on appelle les SLA, c'est de l'anglais, Service Level Agreement. Ça veut dire les engagements de votre prestataire en termes de taux de disponibilité. Généralement, c'est important que le prestataire puisse garantir au moins 99% de dispo. Parfois, il y en a qui vont garantir plus. Ça va vous dire, même s'il y a une panne, le prestataire est suffisamment sérieux pour qu'en cas de panne, il ait un système de continuité de service pour qu'il y ait un nouveau serveur qui se mette en place avec le rapatriement de mes données. Deuxième point à regarder, la localisation physique des infrastructures. Ça n'a pas forcément besoin d'être localisé en France. En Europe, c'est quand même source de garantie supplémentaire. Un service qui est hébergé, par exemple, aux États-Unis, ça peut
faire en sorte que les services américains aient accès à vos données. Si c'est des données sensibles, c'est à prendre avec des pincettes. Troisièmement, l'engagement du prestataire en matière de sécurité, bien regarder ce qu'il propose. Quatrièmement, la confidentialité des données. Certains services cloud, notamment anglo-saxons, ne vont pas vous garantir qu'ils ne vont pas aller voir les données que vous mettez à disposition sur leur cloud. Donc là, à vous de vous poser les bonnes questions. Cinquième sujet, les certifications. C'est toujours un gage de sécurité. Sixième question, le support. À qui je vais m'adresser en cas de problème? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Quel va être le process si le service ne fonctionne plus? Et puis, autre question à se poser, le rapatriement de mes données au cas où je change d'avis. Ça, c'est assez important avec un certain nombre de prestataires qui ne sont pas en mesure de vous garantir que vous pourrez récupérer vos données. Vous fonctionnez avec un prestataire, vous en êtes très content. Au bout de quelques années, vous voulez changer de prestataire. Et ben, si vous n'avez pas des garanties de pouvoir simplement récupérer vos données, vous allez être un petit peu coincé. Donc, il vaut mieux se poser la question au début qu'à la fin. Et puis enfin, quel va être le process de migration? Ça, c'est une question qu'on peut parfois éluder. Mais est-ce que, premièrement, je vais bénéficier d'un accompagnement à la migration? Et deuxième question à la migration, c'est est-ce que je vais pouvoir migrer tout d'un coup? Et est-ce que si je ne peux pas migrer tout d'un coup pour une raison X ou Y et que j'ai une architecture hybride, avec une partie en cloud et une partie en local, je tirerai quand même les mêmes bénéfices d'une migration totale? Pourquoi est-ce que cette question est importante? À savoir, si vous avez des applications que vous pouvez migrer en cloud et d'autres non, et que comme vous ne pouvez pas tout migrer, vous êtes obligé de maintenir la totalité de votre infrastructure locale, les bénéfices attendus du cloud qui seront de se décharger d'une partie de maintenance de votre infrastructure vont être un petit peu nuls. Donc, posez-vous ces bonnes questions dès le départ. Et si finalement la bascule, elle prend 2 ans, et ben, dans la question 1, il va falloir tenir compte du fait que vous allez devoir maintenir l'infrastructure locale quand même pendant un certain temps, tant que vous aurez un système hybride. Voilà, je n'ai pas des réponses à toutes ces questions, mais c'est une liste de questions à vous poser avant d'envisager la bascule. Alors, je me permets de faire un petit check pour vérifier qu'en termes de questions, le chat fonctionne bien, tout fonctionne bien. Je continue ma présentation. Alors, maintenant, une étude de cas concret avec le système Cogilog. Premier cas de figure, c'est l'infrastructure, le cas de figure historique de Cogilog. Cogilog, c'est un logiciel qu'on installe en local, soit en monoposte, on l'installe sur un ordinateur, soit en multiposte, c'est le schéma qu'on a ici, où on a un poste serveur, où les données sont stockées, et plusieurs postes utilisateurs. Dans le langage Cogilog, on appelle ça des postes clients, qui vont se connecter au serveur pour avoir accès aux données. Toutes les données sont sur un ordinateur, en l'occurrence un Mac, chez vous, dans vos locaux. Et c'est vous qui êtes, du coup, maître de vos données et de vos sauvegardes. Alors, quels sont les principes et les avantages inconvénients? Dans ce schéma-là, les données, elles sont installées chez vous, sur un serveur, dans vos locaux, et les utilisateurs supplémentaires, les postes clients, ils se connectent automatiquement au serveur via le réseau local de l'entreprise. Les avantages, c'est que toutes les données, elles sont chez vous, en local, sur votre ordinateur, et que vous pouvez à tout moment disposer de vos données, déplacer le Mac qui fait office de serveur. C'est vous qui en assurez la sécurité totale. L'inconvénient de ce système, c'est que ça ne fonctionne que quand vous êtes dans les locaux de l'entreprise. L'autre inconvénient, c'est que ça ne fonctionne que sur Mac et que c'est vous qui êtes responsable de votre serveur et de vos sauvegardes. Alors, le logiciel Cogilog permet de dupliquer les sauvegardes, mais c'est quand même vous qui en êtes les responsables. Donc, il faut faire ça de manière sérieuse et vérifier de temps en temps que vous avez bien des fichiers de sauvegarde et que tout fonctionne correctement. Deuxième cas de figure, qui existe aussi depuis longtemps avec Cogilog, c'est ce qu'on a appelé l'accès distant. Le système est un petit peu le même. Vous avez votre poste serveur qui est installé chez vous dans vos locaux, des postes serveurs qui fonctionnent depuis le réseau interne de l'entreprise, des postes clients qui se connectent au réseau du serveur, mais aussi la possibilité de passer par Internet pour avoir un autre poste client distant
qui va, grâce à Internet, retrouver le serveur, l'adresse IP du serveur, et pouvoir se connecter à Cogilog, au poste serveur, via Internet. Donc là, le principe est que vous avez toujours votre Mac serveur hébergé chez vous. Les utilisateurs supplémentaires, ils se connectent soit via le réseau interne de l'entreprise, soit via l'accès distant en passant par Internet. L'accès distant permet en quelque sorte de rendre le serveur visible ou accessible depuis l'extérieur de l'entreprise. L'avantage, c'est que, comme pour le scénario 1, les données sont en local sur votre serveur, vous pouvez à tout moment disposer de vos données, déplacer le Mac qui fait office de serveur, et vous pouvez vous connecter depuis l'extérieur avec l'accès distant. Les inconvénients, c'est que le Mac, les logiciels, ils sont toujours disponibles uniquement sur Mac, que le Mac qui fait office de serveur, il doit être disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et que c'est toujours vous qui êtes responsable de vos sauvegardes. Maintenant, on passe au schéma 3, qui sont un petit peu nouveaux pour Cogilog, qui est l'hébergement cloud. Donc là, on va avoir un poste serveur qui va être hébergé sur un Mac dans le cloud, dans un data center hébergé par Cogilog dans le cloud. Dans ces cas-là, on va se connecter par Internet avec des postes clients qui, un petit peu sur le même principe que l'accès distant, vont pouvoir se connecter via Internet au poste serveur qui est dans le cloud, soit depuis un Mac portable ou ordinateur fixe, mais aussi désormais depuis un ordinateur PC, voire même un iPad ou un iPhone. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Quels sont les principes de ce schéma-là? Dans ce schéma-là, les données, elles sont non plus chez vous, mais installées sur un Mac serveur par Cogilog dans le cloud. Donc l'installation, les mises à jour et les sauvegardes sont désormais assurées par Cogilog. Le serveur, il est dans un data center disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec un système de redondance en cas de panne et une duplication de vos sauvegardes sur un autre data center, même dans un autre pays. Dans ces cas-là, on a bien mis ceinture et bretelles. En cas de panne, il y a une duplication sur un autre serveur et vos sauvegardes, elles sont bien au chaud. L'avantage, c'est que toutes les données sont bien hébergées par un spécialiste du cloud et que ces données sont désormais accessibles via Internet par des utilisateurs distants, désormais qui peuvent se connecter soit depuis un Mac avec le système d'accès distant classique disponible sur Mac, mais également via un PC Windows, voire une tablette ou un téléphone, avec la fonctionnalité de cloud que l'on propose. Les inconvénients, c'est qu'il y a un coût supplémentaire, puisqu'il y a un serveur cloud qui est hébergé en permanence pour vous, et c'est principalement ça, finalement, un inconvénient de coût. Dernier cas de figure, auquel on ne pense pas forcément, mais qui peut intéresser certains utilisateurs et certains clients. Vous avez toujours l'infrastructure locale où le poste serveur il est chez vous. Et grâce au cloud, vous allez pouvoir installer un poste cloud, non plus le poste serveur, mais un poste client en cloud, qui va permettre de se connecter via Internet à un utilisateur sur PC ou sur tablette. Là, on a un petit peu un système hybride avec ce schéma-là, parce que les données, elles sont toujours chez vous sur votre Mac. Si vous avez déjà une infrastructure existante, ça continue de fonctionner pareil. Mais les utilisateurs Mac, eux, ils se connectent comme d'habitude. Il n'y a pas d'infrastructure supplémentaire. Mais les utilisateurs PC, eux, ils se connectent via le cloud avec Cogilog Cloud. Donc là, vous avez un petit peu un système hybride. Donc les données, elles restent hébergées chez vous. Vous avez la responsabilité de faire vos sauvegardes et vos mises à jour du poste serveur. Et nous, on propose simplement un hébergement cloud pour les utilisateurs qui n'auraient pas de PC de Mac et qui auraient besoin de se connecter via un PC Windows. Donc là, vous avez quelques inconvénients. Vous êtes, vous, toujours responsable de vos sauvegardes. Ça peut être vu aussi comme un avantage. Vous êtes maître de vos données. Et il y a un coût supplémentaire pour les utilisateurs qui vont se connecter en
en Windows, puisqu'il y aura un serveur cloud par client Windows. Une fois qu'on a dit tout ça, ce que je vous propose, c'est une mini démo avant de passer aux questions et réponses. Alors, pour cela, je vais... Clac. Je prends un tout petit instant. Alors, je vais, grâce au système ici, me connecter à un PC Windows qui va se connecter à Cogilog. Je vais le fermer et je vais le mettre en plein écran. Donc, je suis ici sur un PC Windows. Vous reconnaissez, enfin pour les utilisateurs de Mac, vous ne reconnaissez pas, mais les utilisateurs de Windows reconnaissent le mode de fonctionnement de Windows. Et on a du coup sur ce poste Windows un lien se connecter à Cogilog Cloud. Donc je double-clique ici, ce qui va me permettre de me connecter. On peut éventuellement se connecter à plusieurs bases. Là, je vais me connecter à une seule base. Et ce que ça fait, c'est que ça a lancé du coup un Mac dans le cloud sur lequel on a installé Cogilog. Et donc, pour les utilisateurs de Cogilog, vous allez reconnaître les icônes habituelles de Cogilog. Je vais par exemple lancer le logiciel Cogilog Gestion. Ça a ouvert la liste des factures. Je peux cliquer sur plus pour ajouter une nouvelle facture, sélectionner un client, faire OK, rajouter des lignes. On voit qu'on a un logiciel qui, en termes de temps de réponse, correspond exactement à ce qu'on a en local. Je fais enregistrer et bien sûr, ça ne parle qu'aux personnes qui connaissent le logiciel Cogilog Gestion, mais ça permet de facilement faire des factures. On voit qu'en termes de fluidité, de rapidité, on est sur vraiment le mode de fonctionnement de Cogilog comme s'il était installé sur votre Mac. Et à tout moment, on peut fermer le logiciel et revenir sur son environnement Windows sur lequel travaille un utilisateur habituel. Donc on voit, c'est relativement simple d'utilisation. Ça permet de reproduire finalement l'environnement Mac et la totalité des logiciels Cogilog disponibles facilement pour un utilisateur sur Windows dans la mesure où il est connecté. Je vais le quitter et le fermer. Deuxième élément de démonstration que je voulais vous montrer, c'était le cas de figure du téléphone. Alors, on y va. Je vais vous montrer mon téléphone. Avec mes petites filles. Et j'ai ici l'écran qui me permet, là aussi, depuis mon téléphone, de me connecter à l'environnement cloud, finalement le même que celui sur lequel je m'étais connecté depuis le PC. Windows. Donc, je m'y connecte. Alors là, c'est depuis un téléphone. Hein. Donc, l'écran peut être un peu petit. Et on a, depuis le téléphone, le même écran. Alors, il faut apprendre à naviguer dessus. Hein, mais là, je vais lancer Cogilog Gestion, par exemple. Cogilog Gestion est lancé. Donc, je peux cliquer sur la liste des factures, par exemple. J'ai l'écran des factures qui s'affiche. Je peux double-cliquer sur une facture et voir ma facture, zoomer, dézoomer. Bon, alors, c'est sur un téléphone, hein, donc je pense que ça ne va pas permettre de faire depuis le téléphone de la saisie de documents
à l'appel, mais ça permet tout de même de consulter vos données, voire même de renvoyer un devis, de renvoyer une facture, de vérifier vos statistiques de vente à tout moment depuis le téléphone, quoi. Donc, pour le téléphone, ça reste un peu petit. Pour l'iPad, ça fonctionne vraiment bien avec l'aspect tactile du clavier, quoi. Voilà pour cette illustration du Cogilog Cloud qui permet de lancer le logiciel ou depuis un PC, un Mac, ou depuis un PC Windows, ou depuis un iPhone ou une tablette, et de retrouver le même environnement Cogilog. Je vais maintenant passer, puisque l'heure a déjà pas mal tourné, à ma petite conclusion sur les bonnes pratiques en matière de sécurité informatique. Et puis ensuite, on passera aux questions et réponses. Alors, ici, c'est une checklist que je vous propose à destination plutôt des PME, de rappel de bonnes pratiques si vous voulez sécuriser vos réseaux. Première bonne pratique, les mots de passe. Utilisez, s'il vous plaît, des mots de passe solides, alors au moins 10 caractères, si possible avec des caractères spéciaux. Pourquoi est-ce qu'on vous embête avec ça? Parce que si vous ne mettez pas de mots de passe sur vos logiciels, ou alors vous mettez des mots de passe de 2 caractères, une solution de piratage peut généralement, un mot de passe qui n'est pas solide, elle peut être craquée en quelques instants, quelques minutes. Donc 10 caractères avec des caractères spéciaux, c'est déjà un gage de sécurité. Deuxième règle, changez régulièrement vos mots de passe clés. Vous voyez que parfois vos navigateurs vous avertissent dès lors qu'un mot de passe a subi une faille de sécurité. Je ne vous dis pas de changer les mots de passe de tous vos sites, de toutes vos applications, mais au moins les sujets clés, votre session de connexion à l'ordinateur, vos logiciels clés tels que Cogilog, ou si vous avez toute votre facturation, votre compta, changez-les régulièrement, peut-être tous les 6 mois. Comme ça, si jamais il y a eu une faille, à un moment, en tout cas, vous vous protégez de cette manière-là également. Troisième thème, les sauvegardes. Planifiez régulièrement des sauvegardes de vos données. Le logiciel Cogilog, lui, permet une sauvegarde automatique tous les jours, idéalement sur 2 supports, dans le cloud et sur un disque physique connecté. Chacun a ses avantages et inconvénients. Si vous faites les deux, vous avez les avantages de chacun des systèmes, de la sauvegarde physique sur un disque, qui est déconnecté quand vous avez terminé votre sauvegarde, et sur un cloud. Appliquez régulièrement des mises à jour sur tous vos appareils, que ce soit les mises à jour des systèmes d'exploitation tels que macOS, Windows, ou des mises à jour des logiciels tels que les logiciels Cogilog. Pourquoi c'est important de faire les mises à jour? Je vous l'ai dit, les hackers, les pirates vont identifier des failles de sécurité et en profiter pour hacker. Et régulièrement, les fournisseurs, Apple par exemple, vont faire des mises à jour qui vous protègent de ces failles de sécurité. Si vous restez sur un système d'exploitation qui a plusieurs années et vous n'avez pas fait les mises à jour, vous vous exposez inutilement, et les fournisseurs vous proposent des mises à jour. Donc, s'il vous plaît, appliquez-les. Troisièmement, essayez toujours de télécharger vos logiciels depuis des sources sûres, qu'il s'agisse de l'App Store, par exemple, pour les logiciels Apple, ou de vos éditeurs auprès de qui vous achetez le logiciel, tels que Cogilog, et ne téléchargez pas de logiciels sur des forums qui peuvent cacher finalement des virus ou des logiciels malveillants. Essayez dans la mesure du possible de séparer vos ordinateurs dédiés aux usages professionnels des usages personnels. Évitez au maximum les réseaux Wi-Fi publics ou inconnus. On le répète régulièrement, mais même dans les aéroports, les gares, les réseaux Wi-Fi qui vous sont proposés sont souvent exploités par des personnes malveillantes. Donc, évitez ça dès que vous le pouvez. Sécurisez votre propre réseau Wi-Fi. Ça peut paraître un petit peu bête, mais si vous avez un réseau Wi-Fi interne de la maison ou de l'entreprise qui n'est pas sécurisé, ça veut dire que n'importe qui depuis l'extérieur peut s'y connecter, accéder à vos données et l'exposer à l'extérieur sans que vous vous rendiez compte.
Donc là, utilisez un mot de passe très robuste pour votre réseau Wi-Fi personnel à la maison et au bureau. Et puis enfin, on n'y pense pas souvent, mais vos logiciels de gestion vous proposent souvent des fonctionnalités pour piloter vos droits des utilisateurs. Par exemple, le logiciel de facturation Cogilog Gestion, il vous permet de piloter finement les accès que vous donnez à vos utilisateurs, dire tel utilisateur, il n'a pas accès à l'exportation du fichier client, tel utilisateur, il voit les devis, mais pas les factures. De cette manière-là, vous êtes sûr que si vous avez une faille qui vient d'un de vos collaborateurs, eh bien, vous protégez au maximum et, par exemple, le collaborateur ne peut pas partir avec le fichier de tous les clients. Il peut le voir, il peut effectuer son travail, mais il ne peut pas faire un copier-coller de tous vos clients. Donc, passez un petit peu de temps pour vérifier sur vos logiciels clés quels sont les droits de vos collaborateurs et s'ils n'ont pas besoin d'avoir accès à certaines données, vous pouvez les brider pour vous garantir malheureusement contre une faille qui viendrait de vos propres équipes. Voilà, cette petite checklist est terminée. J'ai un peu dépassé et je m'en excuse. Et je vous propose de passer aux questions-réponses. Donc, je vous ai indiqué, il y a un chat à droite de l'écran. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. J'ai vu qu'il y avait déjà quelques questions qui avaient été posées. Je vais les adresser dès maintenant. Alors, tac. Alors, première question de Pierre qui nous dit « J'ai une version Cogilog, mon post-serveur installé sur mon Mac local. Je souhaite migrer mon serveur sur un Mac fixe. » Alors, bon, ce sera à voir peut-être après ce webinaire avec Pierre B. Notez que si vous regardez le schéma 1, vous pouvez tout à fait migrer aujourd'hui dans l'environnement Cogilog le Mac qui fait office de serveur sur un autre serveur. Ça ne pose pas de problème, mais vous pouvez aussi migrer le Mac qui fait office de serveur sur un serveur dans le cloud et de cette manière-là, vous déchargez, comme je vous l'ai dit, des mises à jour et des maintenances. Alors, qu'en est-il des mises à jour des logiciels si on passe de serveur physique ou cloud? Alors, le serveur, les mises à jour sont assurées par Cogilog. Donc, aujourd'hui, quand il y a une mise à jour qui est disponible, vous recevez un email d'information qui va vous dire une mise à jour est disponible. Vous pouvez ensuite, quand vous êtes en local, télécharger la mise à jour. Quand on est en mode cloud, vous recevez toujours ce même email et c'est nous qui installons la mise à jour dans les 24 heures à 48 heures sur le poste serveur. Qu'est-ce que ça a comme impact pour vous? Pour certaines mises à jour mineures, ça n'a pas d'impact. Pour des mises à jour majeures, à ce moment-là, ça fait que sur les postes utilisateurs, vous devrez, passer les mises à jour. Donc là, vous aurez une notice d'information quand vous ouvrirez le logiciel sur votre Mac qui vous dira « Attention, votre logiciel n'est plus à jour, veuillez télécharger la mise à jour. » Et voilà. Et vous avez un bouton pour télécharger la mise à jour. Du coup, dites-vous que le principe, quand on est dans le cloud, c'est que c'est Cogilog qui assure les mises à jour. Alors, si on est dans le cloud, est-il possible d'avoir encore des sauvegardes journalières sur nos serveurs? Ah non. Non, là, vous n'aurez plus de mise à jour, de sauvegarde quotidienne sur vos serveurs, puisque les mises à jour, elles sont faites sur le cloud et sur le backup du cloud. Donc là, elles ne seront plus sur vos serveurs. Alors, elles sont toujours faites, les mises à jour, on peut toujours les restaurer. Vous pourriez même éventuellement vous-même les restaurer, puisque vous y avez accès depuis le poste serveur, mais elles ne sont pas chez vous dans le cloud. Elles sont, un, sur le poste serveur dans le cloud, et deux, sur le deuxième data center qui héberge un coffre-fort en fait, qui héberge vos sauvegardes. Est-il toujours possible de sortir des dossiers et de traverser en local pour les lieux qui n'ont pas Internet? Oui, le fonctionnement reste le même dans ce sens. Quel est le coût supplémentaire? Le coût du cloud est de 600 € par an par poste cloud. Donc, pour les 5 premiers postes, et si vous avez plus de 5 postes, tous les postes passent à 500 € par an. Ça veut dire que si vous n'avez que le poste serveur qui est dans le cloud et des postes qui restent sur Mac, vous aurez besoin d'un poste cloud, donc d'un poste à 600 € par an.
Si vous avez un schéma où vous avez 2 utilisateurs qui ont besoin de se connecter, par exemple en version PC Windows, là, vous aurez besoin de 2 postes cloud, et donc vous aurez besoin de 2 fois 600 € par an. Alors, Marc ne comprenait pas le fonctionnement mixte Mac-PC. Bien, j'ai illustré comment est-ce qu'un PC peut se connecter avec le cloud. En fait, dites-vous que le système mixte Mac-PC, peut-être que c'était avant que je ne le présente, les utilisateurs cloud, les utilisateurs Mac peuvent continuer à installer le logiciel sur leur Mac et donc il n'y a pas de coût supplémentaire pour le cloud parce qu'ils se connectent sur le poste serveur, que celui-ci soit sur le cloud ou en local chez eux. Par exemple, en revanche, les utilisateurs PC, voire tablette, eux ont besoin absolument d'un abonnement cloud pour se connecter via le cloud à Cogilog. Alors, Mathias S., pouvez-vous expliquer les tarifs et surtout la différence entre poste et utilisateur? Dans notre cas, nous sommes 2 utilisateurs. Il faut un poste et 2 utilisateurs ou 2 postes. Alors, c'est une bonne question. Le logiciel Cogilog fonctionne avec ce qu'on appelle des postes, où souvent les postes correspondent à des utilisateurs. En revanche, vous pouvez utiliser la même licence sur plusieurs machines, si tant est que c'est la même personne qui l'utilise derrière. Je vais prendre 2 exemples. Vous êtes 2 dans votre entreprise, par exemple un gérant ou 2 gérants, par exemple. Les 2 gérants doivent utiliser le logiciel de facturation et il doit y avoir des accès simultanés. Ils vont installer le logiciel sur 2 Macs différents. Dans ces cas-là, il faut 2 licences, 2 postes, un poste principal, un poste secondaire, pour 2 utilisateurs qui vont pouvoir se connecter en simultané. Là, il faut 2 utilisateurs pour 2 postes. Maintenant, vous me dites, moi, je suis tout seul, mais j'ai 2 ordinateurs, un Mac portable quand je suis en déplacement et un iMac quand je suis au bureau. Là, vous pouvez installer le logiciel sur les 2 postes et vous n'aurez pas besoin de licence parce que vous n'allez pas travailler vous-même en même temps sur l'iMac et sur le Mac portable. Donc là, vous avez besoin que d'une seule licence. En revanche, vous allez installer le logiciel sur les 2 postes et vous ne pourrez pas l'utiliser en simultané sur les 2 postes. Vous ne pourrez pas dire « je travaille en même temps sur l'ordinateur principal et sur l'ordinateur secondaire ». Si vous essayez de le faire, quand vous essayerez d'ouvrir le logiciel depuis le 2e ordinateur, il vous dira « attention, tu ne peux pas l'ouvrir parce que le logiciel est déjà installé sur le premier ordinateur ». Donc là, si vous êtes tout seul, vous avez besoin que d'une seule licence. Maintenant, si on se projette dans le cas de figure où vous allez avoir besoin, par exemple, de 2 personnes différentes, une qui est en Mac et une qui est en PC Windows, par exemple, dans ces cas-là, il faudra une licence pour 2 utilisateurs. Vous aurez bien 2 utilisateurs qui pourront se connecter de manière simultanée, mais un seul abonnement cloud uniquement pour l'utilisateur qui est en PC Windows et l'utilisateur qui est en version Mac. Lui, il n'aura pas besoin d'abonnement cloud parce qu'il se connectera directement avec le logiciel qui est installé sur son Mac. Dans ces cas-là, il faudra une licence pour 2 utilisateurs, mais un seul abonnement cloud. Question de Richard, peut-on déployer nous-mêmes cette solution chez notre propre hébergeur cloud? Oui, potentiellement vous le pourriez, dans la mesure où votre hébergeur cloud, c'est héberger du macOS. Pour PC, ça fonctionne comme un émulateur. On peut utiliser ce terme-là. Ouais, c'est une sorte d'émulateur qui va lancer le macOS, qui va vous permettre de vous connecter à un autre ordinateur qui est sur macOS depuis votre PC Windows. À la différence près que ce n'est pas un émulateur qui lance macOS sur votre ordinateur, c'est un émulateur qui vous permet de vous connecter à une autre machine sur laquelle est installé macOS. Donc, ça ne prend pas de bande passe, ça ne prend pas de ressources. Si vous deviez installer macOS sur votre ordinateur, PC Windows, vous auriez probablement la moitié de votre mémoire qui serait utilisée à ces fins. Et votre ordinateur, il serait fortement ralenti. macOS, ça ne fonctionne pas très bien sur un PC Windows. Là, ce n'est pas ça. Là, c'est sur votre PC Windows, vous connectez via ce qu'on appelle un bureau virtuel à un Mac qui est dans un data center, dans le cloud, sur lequel est installé Cogilog. Il me semble que cela ressemble à une session TSE Windows, mais sur Mac. On peut dire ça, effectivement, on peut dire ça.
Quels sont les tarifs? Je l'ai déjà dit. C'est 600 € par poste cloud par an. Et si vous avez beaucoup de postes, on le fait à 500 € par an. En combien de temps pouvons-nous passer en cloud? Nous, l'installation d'un poste, on le fait dans les 24 heures. Après, si vous déplacez le serveur sur le cloud, il va falloir nous envoyer une sauvegarde et on va vous renvoyer les fichiers de connexion qui vont vous permettre de vous connecter à la sauvegarde dans le cloud. Pendant ce petit temps de latence, il ne faut pas travailler sur Cogilog parce que tant qu'on est en train de basculer la sauvegarde sur le cloud, il ne faut pas que vous continuiez à installer Cogilog sur votre, à travailler sur Cogilog en local chez vous. Et pendant cette période-là, après, une fois que le serveur, la sauvegarde est bien restaurée dans l'environnement cloud, on va vous demander de désinstaller le serveur chez vous. C'est vraiment important pour vraiment éviter que des utilisateurs saisissent sur le serveur. Mon serveur est assez ancien, Mac Mini 2014. Jusqu'à quand est-il compatible Cogilog? Alors bon, ça, pour la question de Claudine, c'est une question un petit peu différente qui n'est pas vraiment liée à notre question sur le cloud. Aujourd'hui, les logiciels Cogilog, ils sont compatibles de macOS 11 à macOS 15. Donc votre Mac Mini de 2014, il doit être compatible sur macOS 11. En revanche, la prochaine mise à jour de septembre-octobre 2025 ne sera plus compatible avec macOS 11 et 12. Donc, il faudra être au minimum sur macOS 13. macOS 13, là, il faut vérifier si votre Mac Mini de 2014 est compatible avec macOS 13. Vous pouvez le taper dans le barre de recherche de Google, compatibilité macOS 13, et vous regardez si votre Mac Mini de 2014 est compatible ou pas. Mais bon, on s'est éloigné un petit peu du sujet. Lorsqu'on souhaite enregistrer un document depuis Cogilog et qu'il est en machine virtuelle en cloud, peut-on l'enregistrer sur notre ordinateur en local? Oui, via un glisser-déposer. Je ne vous ai pas montré cette manipulation, mais vous allez pouvoir l'enregistrer sur le bureau et ensuite le déplacer sur votre serveur en local. Enfin, sur votre Mac en local. Le sujet est certainement géré. Y a-t-il un impact en cas d'utilisation d'un VPN? Alors, pour le serveur, aucun impact en fait pour le VPN. Si vous utilisez un VPN, en fait, quand vous basculez le serveur, sur la machine virtuelle, si vos postes clients, ils ont un VPN ou ils n'ont pas de VPN, ça ne change rien sur la connexion au poste serveur. En revanche, si vous gardez votre serveur en local et vous voulez que sur votre serveur en local, vous avez un VPN et que vous voulez utiliser Cogilog Cloud pour vous connecter sur un PC Windows à votre serveur qui est en local chez vous avec un VPN, alors il vous faudra remonter le VPN sur la machine virtuelle. Les tarifs, je l'ai déjà dit, 600 € par an par Cogilog Cloud, et si vous avez plus de 5 postes, c'est 500 €. Quel est le coût d'accès à un cloud géré par Cogilog? Là, j'ai déjà dit 600 € par an. Une version cloud est notamment en cours d'année. Alors, pour les passages en cours d'année, l'abonnement au cloud, il est par an, en fait, parce que le prestataire avec qui on fonctionne nous facture par an. Si vous facturez en cours d'année, ce qu'on vous propose, c'est de remettre tous les abonnements sur la même date, comme ça, vous n'avez qu'une seule facture annuelle. Les mises à jour et les changements d'OS, c'est nous qui les assurons sur les machines virtuelles, donc les Cogilog Cloud. Donc, il faut que je paramètre un logiciel qui va du cloud vers Mac. Alors là, pour Marc, je n'ai pas compris la question. Est-ce que si on dispose d'un serveur sur le cloud, les autres postes clients peuvent se connecter sur le serveur? Oui, la réponse est oui. Vous pouvez avoir, justement, c'est le schéma que j'illustrais, le cas de figure numéro 3. Le serveur est sur Cogilog Cloud dans le cloud et vous avez un poste client qui est en local, le logiciel est installé en local sur votre Mac et au lieu de se connecter au poste serveur dans votre bureau, il se connecte au poste serveur dans le cloud. Et donc, il n'est pas nécessaire d'avoir une licence cloud pour toutes les machines qui se connectent au cloud. Il en faut au minimum une pour le serveur. Les machines qui sont sur Mac n'ont pas besoin de licence Cogilog Cloud. Les machines qui seraient en PC Windows, eux, auraient besoin d'une licence Cogilog Cloud. Je vais vous donner l'exemple d'un cabinet comptable, par exemple, qui a de nombreux utilisateurs, qui a déplacé son serveur sur Cogilog Cloud. Tous les utilisateurs qui ont des Mac
n'ont pas de licence supplémentaire pour se connecter au cloud. Et il y a 2 utilisateurs qui travaillent sur Windows et qui, eux, ont une licence Cogilog Cloud. Donc, ce cabinet comptable a déplacé son serveur dans le cloud, donc nous a confié la responsabilité des mises à jour et de la maintenance de son serveur, et a 2 licences pour 2 utilisateurs qui se connectent en version Windows. J'ai Cogilog Compta sur un vieux poste serveur. C'est un Mac fixe vieux. Ma version est 10.9.0. Oui, c'est une version très ancienne. J'ai téléchargé les mises à jour, mais j'ai l'impression que ça ne se met pas à jour. Comment faire? Alors, bon, là, pareil, cette question, elle sort un peu du contexte de Cogilog Cloud. Votre Mac n'est pas compatible avec les dernières versions de Cogilog. Il faut soit que vous fassiez une mise à jour du système d'exploitation de votre Mac pour le passer au minimum sur macOS 11. Et si le Mac ne peut pas passer sur macOS 11, vous ne pourrez pas installer les mises à jour de Cogilog dessus. Le soft installé sur PC gère-t-il une authentification à double facteur pour la sécurité? Nous, on ne le propose pas par défaut, mais on peut la mettre en place, l'authentification à double facteur. Combien de Mac peuvent se connecter en même temps sur un poste? Aujourd'hui, sur un poste serveur, on peut avoir une connexion simultanée. C'est vraiment des chiffres importants. Je crois que le client qui a le plus d'utilisateurs simultanés, il a 60 utilisateurs simultanés aujourd'hui. Donc, sur le même poste serveur. Est-ce similaire à Synology dans le cloud, mais avec un bureau? Alors, pas vraiment pour la réponse Synology. Synology, c'est plutôt un disque dur, un NAS, un disque dur externe sur lequel vous allez stocker vos données. Là, on parle plutôt de stocker dans le cloud, non pas uniquement des données, mais un système d'exploitation. C'est un Mac à part entière qui est hébergé dans le cloud. Donc, ce n'est pas vraiment comparable à Synology. Nous avons aujourd'hui un abonnement avec 3 Macs connectés en même temps. OK, vous pouvez avoir autant de Macs que vous le souhaitez qui se connectent au poste serveur en fonction de l'abonnement que vous avez. Si on veut la solution 4, comment on fait? Vous nous contactez. Vous contactez le service commercial, soit depuis l'email qui est en toute fin de présentation, contact@cogilog.com, soit depuis le formulaire de contact depuis le site internet cogilog.com, soit depuis l'email commercial@cogilog.com. 600 € par cloud, pas de limite sur le nombre d'utilisateurs. Ensuite, c'est la licence Cogilog qui est la limite sur le nombre d'utilisateurs, mais un cloud, vous pouvez l'installer sur plusieurs machines en même temps. Vous pouvez l'avoir par exemple sur un PC Windows et une tablette avec le même utilisateur qui est installé, sauf qu'il ne va pas pouvoir être connecté simultanément. Si vous n'avez qu'une seule licence cloud, vous ne pouvez pas vous connecter simultanément. Donc, quand vous vous connectez depuis la tablette, ça déconnecte l'utilisateur qui est sur PC. Et vous reconnectez sur le PC, il dit moi, tu es le dernier à te connecter, donc je déconnecte la tablette. Si vous avez besoin de 3 utilisateurs sur 3 PC qui doivent se connecter simultanément, il faut prendre 3 abonnements cloud. Oui, l'abonnement est exactement lié à votre compte Cogilog Cloud, donc vous pouvez prendre plusieurs sociétés. Alors, en plus des frais cloud, faut-il ajouter les frais de licence? Oui, c'est-à-dire que vous pouvez, mettons que vous avez besoin d'un logiciel Cogilog, vous avez déjà un logiciel Cogilog Compta et vous souhaitez le passer dans le cloud, vous allez prendre la licence cloud en plus. Si vous êtes un nouvel utilisateur, vous n'avez jamais utilisé le logiciel Cogilog, vous aurez besoin de l'abonnement cloud plus de l'abonnement à votre logiciel, en fait. Non, alors l'abonnement cloud à 600 € permettra. Alors, 3 Mac, si vous avez déjà un abonnement Cogilog, par exemple la Cogilog Gestion pour 3 Mac, vous avez déjà les licences pour se connecter depuis les Mac, et l'abonnement à 600 € permettra d'avoir le serveur sur le cloud.
et éventuellement de vous connecter à un PC Windows. Voilà, je crois qu'on a fait la liste des questions. Je vois qu'il y a une question sur le prestataire. Aujourd'hui, ce n'est pas une information qu'on diffuse, c'est un prestataire spécialiste de l'hébergement de Mac dans le cloud, avec un des gros atouts qui est, on a testé tous les prestataires qui fournissaient ce service. Le gros atout du prestataire retenu, c'est le haut niveau de disponibilité du service et l'hébergement en Europe des données. Alors, une dernière question peut-être. Deux dernières questions. Le logiciel doit-il être obligatoirement allumé? Ah, le logiciel serveur doit-il être obligatoirement ouvert, allumé pour que le cloud fonctionne? Alors, si le serveur est chez vous, oui. C'est un petit peu le même fonctionnement que l'accès distant. Si le serveur est dans le cloud, par nature, il est allumé en permanence. Donc, c'est un des atouts. Ça peut être un cas de figure, par exemple, qu'on a rencontré chez des clients. On a des clients qui sont dans les dom-tom, par exemple, qui avaient historiquement leur serveur au bureau et une connexion accès distant et qui parfois s'absentaient pendant plusieurs mois de leur bureau. Là, il suffit qu'il y ait une panne de courant. Si vous êtes au bureau, s'il n'y a personne pour allumer l'ordinateur, le serveur n'est plus accessible. Là, si vous mettez le serveur dans le cloud, vous savez qu'il est accessible en permanence, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Bonjour, est-ce que la solution Cogilog règle le problème des différentes versions de macOS que l'on a sur... Actuellement, on ne peut pas mettre les dernières versions. Voilà. Effectivement, ça peut être une solution ça peut être une solution si vous avez un macOS sur un Mac qui est trop ancien. Alors, vous pouvez lancer le cloud sur un Mac ancien. Alors, pas non plus trop ancien, hein. Si vous avez un Mac qui a 20 ans, vous ne pourrez pas lancer Cogilog Cloud dessus, parce qu'il y a quand même un logiciel à installer, mais il est compatible plus largement, le logiciel de connexion au cloud, avec des versions de macOS plus anciennes que celles utilisées par Cogilog. Donc, si vous avez un Mac qui, pour une raison X ou Y, ne peut pas passer sur macOS 11 ou après-demain ne pourra pas passer sur macOS 13 parce qu'il est trop ancien, vous pourriez quand même utiliser Cogilog Cloud pour lancer le bureau virtuel et vous connecter dessus. Après, c'est une question d'arbitrage. Le Cogilog Cloud, il a un coût de 600 € par an. Donc, si vous voyez les choses de manière pérenne, au bout de 2 ans, il est peut-être plus intéressant de racheter un nouveau Mac que de faire tourner des Cogilog Cloud. Là, à vous de voir, de faire votre arbitrage. Il y a encore 2 questions. Est-ce que le portable ou la tablette compte comme un utilisateur? Oui. Ouais. En fait, dites-vous que un utilisateur, c'est un utilisateur connecté. Donc, si c'est vous qui avez un Mac et une tablette, vous ne serez pas connecté en même temps sur votre Mac et votre tablette. Donc, prenons l'abonnement Cogilog Gestion, par exemple. Vous êtes 2 personnes à utiliser Cogilog Gestion, il faut une licence pour 2 utilisateurs. Et vous pourrez installer votre Cogilog Gestion grâce au cloud, par exemple, sur la tablette. Et quand vous l'utilisez sur la tablette, vous savez que vous ne l'utilisez pas en même temps sur le Mac. Donc là, vous n'avez pas besoin de prendre un 3e utilisateur pour la tablette. Maintenant, si vous donnez la tablette à une personne et que vous avez, vous, besoin de travailler en même temps sur le Mac, là, il faut bien un utilisateur supplémentaire. Pour répondre à la dernière question, oui, le coût de 600 € par poste accédant au cloud n'inclut pas la licence Cogilog Compta ou Cogilog Gestion. Non, c'est 2 choses séparées. C'est soit vous utilisez Cogilog Compta sans cloud sur la version Mac actuelle et vous hébergez vos données et vous n'avez que votre abonnement Cogilog Gestion, par exemple. Soit vous souhaitez Cogilog Gestion dans le cloud et dans ces cas-là, il faut l'abonnement à Cogilog Gestion plus l'abonnement cloud à 600 € par an pour le nombre de postes dont vous aurez besoin dans le cloud. Si vous mettez juste le serveur et un utilisateur dans le cloud, c'est une fois 600 €. Et si vous avez, mettons, 3 utilisateurs, parce que vous avez 3 utilisateurs qui vont être sur PC, qui vont avoir besoin de se connecter en simultané,
Mais là, il faudra prendre les 3 fois 600 euros. Comment gérer si le Mac ancien a un problème et n'est plus utilisable? J'ai du mal à comprendre la question, mais si le Mac est trop ancien, il faut le changer. Mac OS 13, Mac OS 13 mini, oui, ça va être à partir de... En fait, là, c'est le vif du sujet, hein. Il y a eu la conférence Apple sur le contenu de la nouvelle version de macOS qui a eu lieu lundi, cette semaine, et on a eu des annonces assez importantes sur un rapprochement de l'ergonomie entre macOS et iOS. Et notamment, ça va changer des éléments de présentation sur tous les logiciels Cogilog à partir de macOS. Du coup, ce sera plus macOS 16, la prochaine version, mais ce sera macOS 25. Et pour que la version qui sera compatible macOS 25 ne sera plus compatible avec macOS. Les logiciels Cogilog compatibles avec macOS 25 ne seront plus compatibles avec macOS 11 et 12. Et ça, ce sera en septembre-octobre de cette année. Donc, je ferai par ailleurs une communication aux clients Cogilog sur ce sujet-là dans les jours à venir. Mais sachez qu'il faudra passer sur vos ordinateurs au minimum sur macOS 13 à partir de septembre-octobre 2025 pour pouvoir bénéficier des dernières versions des logiciels Cogilog. Et c'est quelque chose qui va être important, y compris pour des utilisateurs qui n'avaient l'habitude de peu faire de mise à jour sur leur logiciel Cogilog Compta ou Cogilog Gestion. Ça va quand même être un sujet d'actualité puisque vous avez peut-être vu une mise à jour de Cogilog Compta avec des premières fonctionnalités sur la facturation électronique. Et en 2025, en 2026, 2027, on va faire de nombreuses mises à jour pour l'implémentation progressive de la facture électronique dans les logiciels Cogilog. Et si on n'est pas passé au cloud, pas d'urgence, hein, nous, on n'oblige pas du tout à passer au cloud. Le cloud, retenez que c'est une fonctionnalité utile pour, premièrement, pour les utilisateurs Cogilog. Hein, c'est une fonctionnalité utile pour vous décharger de la charge d'administration de votre serveur et pour permettre de travailler sur Cogilog depuis principalement un PC Windows, dans une moindre mesure sur une tablette ou un smartphone. Les utilisateurs se déconnectent progressivement en me remerciant pour cette intervention. C'est à mon tour de vous remercier pour votre écoute. Je m'excuse du fait qu'on ait largement dépassé la demi-heure. Il y a eu beaucoup de questions. J'ai essayé de répondre à la plupart de ces questions. Notez enfin que vous pouvez à tout moment nous poser des questions sur contact@cogilog.com ou commercial@cogilog.com. Il y a également une page de présentation du cloud sur le site internet de Cogilog, www.cogilog.com/cloud, où nous présentons ces fonctionnalités. Merci à tous. Bonne fin de journée.